Je suis médecin gériatre dans Nantes, au centre de l'Estuaire, où j'exerce depuis maintenant 3 ans. Donc tout simplement d'abord la gériatrie, parce que je ne suis pas spécialiste en soins palliatifs, je vais être transparente avec vous tout de suite. Je suis gériatre, alors par définition le gériatre accompagne des patients qui ont en moyenne plus de 75 ans dans leurs soins au quotidien. Donc j'accompagne des patients qui sont hospitalisés pour de la rééducation, pour un épisode aigu, une fracture, un AVC, X ou Y raison, et ils sont donc dans mon service pour en moyenne 3 semaines. Donc c'est des patients que je garde en hospitalisation pendant 3 semaines, que je prends en charge et qui après rentrent chez eux. Et donc ils ont un facteur aigu qui déstabilise leur vie au quotidien, qui peut être fragilisé par, en moyenne, ça c'est une statistique de gériatrie, plus de 7 pathologies. Donc 7 pathologies qui sont équilibrées, qui vont bien à la maison, et quand ils arrivent en hospitalisation, il y a quelque chose qui déstabilise cette pathologie. Pour vous donner un petit exemple, les patients que je prends en charge, ils ont 88 ans de moyenne d'âge. Donc il y en a qui en ont moins, mais il y en a aussi qui en ont beaucoup plus. Donc globalement, c'est des gens qui approchent de leur fin de vie. C'est ce que je leur dis, ils ont une certitude, on a 2 certitudes dans la vie, qu'un jour on va naître, et qu'un jour on va mourir, mais on ne sait pas quand. Et globalement, quand on a 88 ans et plus, on sait qu'on s'en rapproche. Et donc, je les accompagne dans ce sens-là. Donc, quand un patient arrive en hospitalisation, je ne le connais pas, j'apprends à faire connaissance avec lui. Je tiens compte de son histoire, de ses traitements, de ses antécédents, de sa vie de famille, de tout ce qu'il a rencontré dans la vie. Et donc, je suis censée lui demander quand il arrive, ça c'est quelque chose qui est légal et dont on a parlé déjà tout à l'heure, sa personne de confiance. La personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par un patient pour l'aider à décider, ou nous dire en tout cas quelles sont les décisions ou quels sont les choix qu'il aurait fait en cas de fin de vie, ou si le patient n'est plus capable de nous dire ce qu'il veut pour sa fin de vie. Ça, c'est quelque chose qui est légal et qui est associé aux directives anticipées. Les directives anticipées sont une notion qui est sortie dans les textes de 2016, donc la loi Claeys-Leonetti, et qui est complexe à aborder avec des patients âgés, parce que les patients âgés ont des antécédents, mais ils ont aussi, et de manière assez fréquente, des troubles cognitifs, ce qui entrave un peu le raisonnement et la capacité à comprendre ce que c'est que les directives anticipées. Et donc quand un patient arrive, on lui pose plein de questions, et donc il y a beaucoup d'informations. Donc j'ai du mal, moi, à aborder les directives anticipées dès l'arrivée d'un patient, parce que ça fait beaucoup de choses, on ne se connaît pas, on apprend à faire connaissance, et les directives anticipées, c'est quelque chose qui est un peu dur à aborder dès le début. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que le patient est arrivé, on élabore ensemble un projet de soins. Et un projet de soins, c'est comment est-ce qu'il imagine les choses, comment est-ce qu'il se projette, et quel est l'objectif de cette hospitalisation qui a une durée de 2-3 semaines, peut-être 1 mois. Et c'est dans ce sens-là que la relation de confiance s'installe avec le patient pour qu'on ait une prise en charge de qualité. Et ensuite, quand les patients arrivent et quand on les prend en charge, il y a plusieurs choses. Il y en a qui ont peur de mourir, il y en a qui veulent mourir, il y en a qui ont plein de fragilités et qui sont physiquement proches de leur mort, et d'autres qui ne sont pas forcément dans des états instables, donc pour moi qui ne sont pas mourants, mais pour autant qui veulent mourir. Et ça, c'est dans l'échange qu'on apprend à avancer, et que j'apprends à échanger avec les patients. Le cœur du message, c'est que la communication et la discussion avec les patients est extrêmement importante, et la relation de confiance arrive dès l'entrée d'un patient en hospitalisation, avec moi, mais évidemment aussi avec les infirmières, avec les aides-soignantes, avec tous les rééducateurs qui vont intervenir. Et il y a aussi la famille qui intervient dans la prise en charge. Quand un patient n'est pas capable de désigner une personne de confiance, il y a au moins des proches qui peuvent nous dire comment est leur père, leur mère, leur mari, leur femme, et comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'il aurait souhaité, en tout cas, pour sa fin de vie, de manière générale. Donc, les soins palliatifs dans un service de gériatrie, c'est un vaste mot, puisqu'on ne fait pas du soin palliatif de manière générale, puisqu'il y a beaucoup de patients qui heureusement rentrent chez eux, mais on prend en charge des patients en fin de vie. Donc j'ai pas tout ce recul, c'est pas comme
comme en cancérologie, par exemple, ou dans d'autres spécialités, où on peut dire qu'on a une pathologie qui est évolutive et qu'on sait va engendrer la mort du patient à moyen, court ou long terme. Moi, j'ai des patients qui arrivent et qui sont là pour une courte durée. Chez les patients âgés, il y a, donc, comme je vous le disais, plusieurs pathologies qui ont un équilibre précaire, qui peut être équilibré, et qui peut se dégrader ou qui peut se déséquilibrer à l'arrivée d'une hospitalisation par un stress qui est déclenché. Ce qui est difficile, et c'est tout le cœur aussi de notre métier, c'est de détecter ces facteurs de fragilité et d'arriver à détecter la phase où l'équilibre du maintien de la vie arrive, et donc je ne sais pas comment vous le dire. Ça nécessite de bien connaître son malade pour arriver à trouver ce moment où on sent que la vie va finir par s'arrêter, et donc accompagner dans des soins de confort au maximum. Donc c'était ce que je vous disais, pardon. Quand on sent qu'on arrive à un seuil où on ne peut plus être dans du traitement curatif à proprement parler, où la vie va arriver à son terme, l'objectif de la prise en charge, c'est de maintenir le confort du patient au maximum et de respecter ses choix. Je vous parlais tout à l'heure des troubles de la mémoire. Quelquefois, les troubles de la mémoire s'accompagnent de troubles du raisonnement, et donc on n'arrive pas à se repérer dans le temps, dans l'espace, et on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive, enfin ce qui arrive au patient, en tout cas, il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive, et donc il a du mal à discerner sa situation de est-ce que je vais mourir, combien de temps je vais vivre, et c'est difficile d'avoir des questions sur ces directives anticipées, parce qu'il n'a pas pu les anticiper, et la question est beaucoup trop abstraite en fait. Donc l'objectif pour nous, c'est d'échanger avec le patient, avec la famille, pour essayer de lui apporter ce qui est le mieux pour lui et dans les meilleures circonstances possibles. Quand on voit qu'un patient se dégrade, on veut limiter au maximum ses souffrances. Il y a plusieurs moyens de limiter les souffrances. Déjà par la présence. La présence est un vrai critère, et en tout cas une vraie disponibilité pour apaiser les souffrances. Il y a des molécules aussi, des traitements, notamment la morphine, qui se manient avec beaucoup de précautions pour apaiser les douleurs qui sont les douleurs physiques. Et il y a plein d'autres molécules dont je ne vais pas forcément vous citer tous les noms ce soir, parce qu'elles se manient avec parcimonie, et en tout cas avec beaucoup de délicatesse, qui accompagnent la prise en charge d'une fin de vie. Donc comme on le disait tout à l'heure, il y a des lois qui encadrent la fin de vie. Il y a la loi de 2002, la loi de 2005, et à nouveau la loi de 2016. Et donc on a différents moyens pour accompagner les fins de vie. Il y a notamment des moyens pour prendre en charge des situations qu'on considère et qu'on pourrait qualifier d'insupportables. Notamment, typiquement, ça peut être des détresses respiratoires aiguës, des hémorragies massives, qui sont des symptômes qui sont très violents et qui peuvent être insupportables pour un patient. Et dans ce cas-là, on peut parler de sédation. C'est un terme qui a été développé, et en tout cas mis en valeur et légalisé dans la loi de 2016. Donc il y a différentes modalités dont on pourra un peu parler après si vous le souhaitez. Dans le service dans lequel je travaille, on n'a pas d'unité de soins palliatifs, et on échange en équipe, évidemment, dès qu'il y a une prise en charge de fin de vie qui est imminente, évidemment de manière collégiale, et avec tous les soignants, avec les infirmiers, les aides-soignants, les rééducateurs, les cadres, et évidemment l'équipe médicale. On en discute à plusieurs, parce que c'est pas une décision qui se prend dans un coin. C'est pas un médecin tout seul qui décide « Ah bah Madame Machin, on va l'accompagner à mourir, Monsieur Dupont, on va l'accompagner à mourir ». C'est une décision qui se fait ensemble, avec le patient, avec la famille, et tout ça c'est tracé dans le dossier médical pour prouver que c'est décidé de manière collégiale. Après un décès,
quand un patient décède dans le service, on en parle en équipe, on se fait un retour de chaque expérience et de chaque situation qu'on a vécue, notamment et avec les familles aussi, pour savoir comment la situation a été vécue par les soignants, et souvent avec les familles aussi, après, parce que c'est important pour tout le monde de savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, et comment est-ce qu'on peut s'améliorer, parce que notre objectif, c'est d'améliorer et de prendre en charge les patients dans un confort, dans le meilleur confort possible, pour limiter toute forme de souffrance, autant que faire se peut. Le retour d'expérience qu'on a dans le service, c'est souvent qu'on n'est pas assez performant. On a envie de faire bien, mais on n'est pas assez, on n'est pas spécialisé en soins palliatifs, donc on a d'autres patients à côté qui ont aussi besoin de soins. Donc on ne peut pas exclusivement se consacrer à un patient, même si on fait le maximum pour. Donc si je devais conclure ma brève intervention, c'est de vous dire qu'il y a une volonté de faire bien, dans un temps qui est assez court, puisqu'on a peu de temps pour faire connaissance avec les patients, et ça va souvent très vite, donc on n'a pas le recul. Et en tout cas, voilà, cette volonté de bien faire et de bien soulager les souffrances au maximum, d'accompagner les patients ainsi que leurs familles pour limiter au maximum leurs souffrances. Voilà. Merci Alix.